Good morning. Bonjour et bienvenue à cette séance. Je sais qu'on a écouté l'introduction, mais je vais rapidement répéter ces informations. Nous nous concentrons aujourd'hui sur les stratégies de connaissance pour des communautés durables. C'est un honneur d'avoir des panélistes avec nous lors du 10e sommet de la connaissance de MBRF. Je remercie Dr. Jamal pour nous avoir invités. Je m'appelle Dr. Gertie Garner. J'ai fait des études urbaines et j'ai eu plusieurs postes, surtout en Grande-Bretagne. Mais surtout aujourd'hui, maintenant, je suis présidente du World Capital Institute. Peut-être que vous ne connaissez pas l'Institut, mais le World Capital Institute est une organisation de recherche qui voudrait traduire les connaissances en pratique. Nous avons lancé l'Institut depuis 20 ans et nous avions commencé nos efforts après le développement post-industriel quand nous étions en transition vers l'économie de la connaissance. J'espère que nous avons contribué à traduire les connaissances et les sagesses en pratique, surtout dans les villes et les pratiques urbaines dans le monde. Les panélistes sont membres du conseil de l'institution qui sont en Europe et en Amérique latine et se concentrent sur le développement sur la base des connaissances. Et certains collègues cette semaine travaillent aussi dans la conférence de la COP au Brésil qui se tient au Brésil cette semaine. Je vous présente les orateurs encore une fois. À ma gauche, tout d'abord, Hans Malt, qui membre du Conseil de l'Institut de l'Europe, mais aussi est un expert ESG dans le groupe United Sustainability, partenaire sur le climat et la recherche. Donc, nous rassemblons ces deux éléments. Hans va nous parler des changements existentiels, des crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui doivent avoir des coordinations sur plusieurs niveaux. We'll have a talk from Et beaucoup plus d'harmonisation. Puis nous avons professeur Elliot Flores, qui est aussi membre du conseil de WCI. Et il est professeur à la faculté de communication et d'information de l'Université de Porto Rico et PDG d'une compagnie Digital Coro aussi au Porto Rico. Elliot va parler de l'innovation dans l'économie de l'île et va parler de l'innovation et des approches fraîches et comment elles pourraient construire de nouveaux aspects de l'économie. Et puis enfin, professeur Blanca Garcia, une fondatrice de World Capital Institute et membre du conseil. Elle est professeure du développement sur la base des connaissances au Colegio de la Frontera Norte au Mexique. Blanca va parler de son expérience sur les interactions sociales et les capitaux sociaux, les marchés de connaissances, les stratégies de connaissances, comment rapprocher les politiques et les exécutions, une approche sur le développement des connaissances qui connecte la durabilité et la résilience. Les panélistes aujourd'hui vont avoir une approche équilibrée pour traiter du développement des connaissances. Cependant, dans chacun de ces domaines de l'économie, la société et l'environnement, il faudrait reconnaître que nous sommes sur le point d'avoir des changements significatifs dans l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, le nouveau ordre mondial sur l'utilisation et la croissance de l'IA, le changement climatique et ses crises,
les changements démographiques majeurs à cause des sociétés occidentales qui grandissent et j'ai vu dans un rapport récent que je voudrais mentionner rapidement parce que j'étais surprise par ces résultats. Donc, c'est un rapport par une organisation basée en Grande-Bretagne, mais qui travaille sur le niveau mondial. Donc, vous avez là le rapport dont je parle de Microforces. Et donc, vous allez voir des changements clés dans les sociétés. Et je voulais rapidement mentionner quelques-uns de ces changements. Vous voyez la volatilité du monde aujourd'hui qui pousse vers des changements dans les directions sociales et les valeurs avec des conséquences sur les comportements des individus. Cette enquête mondiale de 2025 montre que le monde change de direction, mais aussi que ça cause des fissures qui affectent les valeurs auxquelles nous tenions depuis très longtemps dans nos sociétés, surtout parmi les jeunes. Et pour moi, le domaine le plus radical et avec beaucoup de défis ont trait au changement de comportement individuel et de société à cause de la technologie, à cause du développement, du manque de confiance dans les règles que nous avons depuis longtemps et selon lesquelles nous vivons après la Deuxième Guerre mondiale. Nous voyons des sociétés fragmentées à cause des richesses inégales, des inégalités et aussi nous parlons du nihilisme nouveau où les jeunes vivent dans le moment, au présent, sans réfléchir à l'avenir, avec un manque de confiance dans l'établissement et les règles. Et ils s'enfuient vers l'individualisme. Vous connaissez les influencers et le pouvoir des réseaux sociaux dans ce domaine. Donc, la concentration est sur l'individu au lieu de se concentrer sur la société. On a besoin de beaucoup de temps pour discuter ces points, bien sûr, et nous n'avons pas le temps, mais il faudrait reconnaître que les valeurs changent et le contexte de notre travail change. Et ce sera notre parcours aujourd'hui pour passer des forces macro globales aux actions écologiques locales pour essayer de stabiliser les sociétés et pour voir comment nos communautés peuvent être durables. Je vais donner la parole aux orateurs maintenant pour parler de certains de ces défis auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cassie, pour cette présentation. J'ai l'honneur et le plaisir de continuer avec les présentations de ces panélistes et je vais parler de la connaissance pour la résilience locale comme base de stabilisation mondiale. J'aurais tout d'abord quelques remarques à faire pour continuer ce que Cathy a dit sur les directions mondiales et pour dire que nous sommes dans un point unique de l'histoire. Nous voyons des technologies qui progressent de façon accélérée et c'est intensifié par la concurrence sur l'intelligence artificielle avec plus de dégradation écologique, ce qui nous met face à des risques sans précédent. Alors qu'en ce moment, nous aurons besoin de pouvoir nous diriger dans la bonne direction, mais souvent, nous n'avons pas les systèmes assez flexibles, les systèmes que nous avons créés nous poussent de l'avant. Alors,
au lieu que l'humanité façonne son propre avenir. Et je pense qu'il est important de pouvoir bâtir des structures sociales capables de gérer ces risques au niveau local et trouver des moyens d'adaptation. Nous passons par une crise planétaire interconnectée. Nous avons dépassé 7 des 9 frontières planétaires et nous voyons des échecs de coordination pour adresser ces crises. En même temps, nous voyons des niveaux croissants d'intégration systémique et interconnexion mondiale avec le système financier, mais aussi le système de communication et les réseaux sociaux. Ceci signifie que les chocs sont de moins en moins au niveau local, mais les risques écologiques, sociaux et économiques peuvent escalader au niveau international. Vous avez là un nouveau régime de risque où les perturbations pourraient mener à des déstabilisations mondiales. Quand nous avons une inondation, un cyclone au niveau local, ceci pourrait causer des changements internationaux mondiaux. Je vous donne un exemple. Vous avez là le centre de données et nous voyons que toutes les compagnies Fortune 500 et même des fonds d'investissement dans l'immobilier sont investis dans ces centres de données. Une tempête qui affecte ce centre pourrait avoir des répercussions mondiales. Donc, il est important de comprendre les risques locaux, risques nationaux, écologiques, devient un facteur de résilience pour la stabilité mondiale. Et ceci s'applique encore plus quand c'est un danger à cause de la dégradation écologique sont intensifiées et donc nous avons un monde de risques interconnectés et il est important d'avoir plus de résilience contre ces risques et c'est une nécessité économique. La connaissance, comme nous savons, pourrait être un catalyseur de résilience. La connaissance et surtout la façon de lui donner un aspect institutionnel est clé à la résilience. Vous avez là les conséquences des inondations en Valence en l'espace de 2024. Et bien que les autorités savaient l'intensité probable de l'inondation, à cause de la précipitation intense, la communication était en retard, a diminué ou a essayé de simplifier les problèmes et maintenant les conséquences sont très grandes. Même un an après l'inondation, la société est en colère contre les autorités à cause de la communication. Donc, il faudrait savoir comment partager ces informations et pour inclure la connaissance dans la société. Et comme nous avons vu dans cet exemple, il y a toujours un risque quand la communication vient des autorités vers la base parce qu'il y a des points inefficaces, mais aussi de plus. Souvent, il n'y a pas d'harmonisation sur les motivations. Par exemple, si les assurances ne savaient pas ce problème, elles auraient retiré les polices d'assurance pour protéger les investissements et c'était la communauté locale qui aurait dû gérer l'adaptation et donc il faut les habiliter. Donc, les communautés sur le terrain font le travail actuel ou effectif d'adaptation et ces communautés deviennent résilientes quand elles sont capables d'interpréter ces informations de façon autonome et dynamique, de façon adaptée au contexte local et leurs circonstances, alors qu'ils passent par des moments de pression ou de crise comme les inondations, par exemple.
Donc la question qui se pose, comment est-ce que nous pouvons habiliter ce genre d'adaptation locale tout en sachant que ceci affecte la stabilité mondiale? La question maintenant est que bien que la prise de conscience de l'importance de gérer ces risques, l'adaptation est en retard presque partout dans le monde. Il y a plein de raisons pour cela, mais je voudrais mentionner quelques-unes de ces raisons qui sont importantes à mon avis. Nous avons une réflexion économique à court terme et ces risques sont sur des années ou des décennies à venir. Ce sont des risques rares mais extrêmes. Nous ne pouvons pas calculer le risque, mais nous savons qu'il arrivera et nous n'avons pas beaucoup de structures de gouvernance et institutionnelles qui sont capables de gérer cet horizon à long terme dans la réflexion économique. Donc, en général, nous simplifions ces risques quand nous les incluons, que ce soit exprès ou pas. Et en général, l'évaluation des risques essaye de voir ce qui s'était passé dans le passé sans comprendre l'avenir, mais aussi nous avons vu au cours de la dernière décennie donc nous avons vu une réduction du volontaire, du bénévolat et de la contribution volontaire. Et donc nous n'avons plus de travail civique et volontaire dont nous aurions besoin dans l'adaptation locale. Lors de cette conférence, on a parlé un peu du secteur informel ici, du nombre de fermiers et de marchands, petits fermiers et marchands. Et je pense qu'il est très important de les habiliter à s'adapter. Et ce pourrait être un modèle comme un investissement et non pas seulement comme une assistance au développement ou assistance humanitaire parce que ça va nous aider au long terme. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle vision mondiale pour voir comment on pourrait construire la résilience au niveau local, comment quantifier les résultats de ces efforts. Donc, il faudrait investir dans les infrastructures de connaissances et pour les communautés locales, tout en les connectant sur les informations de niveau plus haut de la gouvernance pour pouvoir s'adapter. Comment est-ce que nous pouvons passer à l'action? Comme j'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de ces éléments et systèmes d'adaptation locaux, internationaux, mondiaux. Encore une fois, et juste pour vous mentionner quelques idées seulement, comme exemple, donc tout d'abord, nous avons besoin de reconnaître l'importance des événements de risque et leurs coûts à l'avenir, mais aussi leurs coûts au présent. La recherche sur les interconnexions entre l'adaptation locale et la stabilité mondiale est clé pour pouvoir développer des modèles pour l'investissement dans l'adaptation locale et montrer la valeur de ceci. Et parce que nous n'avons pas les systèmes nécessaires encore, nous avons besoin de développer des mécanismes qui donne un aspect institutionnel à l'apprentissage et il s'agit de la gestion des connaissances pour nous assurer d'avoir une culture de connaissances et une économie pour l'adaptation locale et mondiale. Merci. Thank you very much, Hannah. Merci beaucoup. J'étais impressionnée quand j'ai présenté l'approche où on parlait de durabilité. Et quand on parle de durabilité, on a l'impression que les choses doivent être les mêmes sans changer. Est-ce que c'est adéquat vu les crises auxquelles nous faisons face? Est-ce qu'il faudrait parler de durabilité ou plutôt de résilience? Je pense que le terme durabilité a apparu dans les années 70 et dans le temps, c'était
suffisant d'avoir de la durabilité, mais maintenant il faudrait coexister avec les risques écologiques que nous n'avons pas pu atténuer. Donc, quand nous parlons de durable, par exemple, développement durable, il faudrait ajouter la résilience parce que quels que soient les efforts pour lutter contre le changement climatique, il y aura toujours des conséquences avec lesquelles on devrait nous adapter. Et donc, c'est reflété par la résilience. Merci beaucoup. Elliot, je vous donne la parole pour parler de l'innovation, les systèmes, les écosystèmes et le Puerto Rico. À vous. Merci. Bonjour. Je remercie MBRF de m'avoir donné cette opportunité pour échanger des idées sur les économies de connaissances. Je vais présenter notre travail sur la construction d'un écosystème d'équipements médicaux au Porto Rico. Je vais parler de recherche et d'entretien avec les parties prenantes étatiques. Le Porto Rico travaille sur son développement économique depuis les années 60. L'île est à l'avant-garde de l'industrie pharmaceutique, à des sociétés, entreprises multinationales, mais maintenant nous n'avons pas de propriétaires locaux de la propriété intellectuelle et ceci pourrait nous aider à passer à une économie de connaissances durable. Les scientifiques et ingénieurs du Puerto Rico qui développent ces équipements médicaux pourraient générer la propriété intellectuelle et créer des emplois, développer beaucoup d'équipements médicaux, permettent de combler le fossé entre les recherches académiques, les capacités industrielles et les besoins du marché, ce qui va donner des recherches et de la résilience. Il pourrait inclure la recherche dans le tissu économique du Porto Rico pour réduire la dépendance sur les éléments, les facteurs étrangers et permet aux talents locaux d'être à l'avant-garde des marchés internationaux. Ceci est essentiel pour le développement de l'écosystème des équipements médicaux, y compris le fonds de recherche du Porto Rico et Biolip comme exemple d'institutions qui travaillent avec MSRSI, le Centre scientifique de recherche, qui sont des piliers de l'innovation dans les sciences. L'Université du Porto Rico, UPRM, a le meilleur programme de génie sur l'île. Regardons le rôle. Sous l'égide de l'ingénieur Lucy Crisso, l'université gère le centre biotech et les centres de recherche, les fonds de recherche. Le centre devait accueillir les entreprises émergentes et ils offrent des capacités de développement de prototypes pour les scientifiques, pour les entreprises biotech et les équipements médicaux. PRSTORT accélère au niveau mondial et permet d'élargir les entreprises émergentes. Le programme Biolip qu'ils ont est le seul service complet de lancement de projets scientifiques au Porto Rico qui apporte l'appui aux startups en biotechnologie, l'IA, la technologie médicale et la technologie du génome. Et pendant un entretien, la chargée de Biolip a expliqué qu'il ne s'agit pas de renforcement des capacités seulement, mais de recherche importante en biosciences et la santé planétaire. Il y a 21 entreprises qui ont rassemblé des capitaux de 4 millions de dollars. Dr. Crespo est le
directeur de Biolip, qui a parlé de la stratégie du programme qui passe de l'appui de base aux investissements en action de l'entreprise pour aider les startups à se lancer sur le marché. Il a dit que nous avons besoin de ces exemples pour démontrer aux investisseurs que le Porto Rico a des ressources à livrer. Dr. Lori Maura est chargée du Centre de sciences moléculaires et de recherche qui est sous l'université, qui a commencé sous l'université du Porto Rico, mais qui est devenue une entreprise indépendante. C'est un incubateur qui a maintenant 7 startups qui se concentrent sur les équipements, l'innovation des équipements médicaux et biomédicaux. Elle a dit que nous avons des startups qui s'alignent avec les disciplines scientifiques, la biochimie, la neuroscience, la médecine personnalisée parmi d'autres pour avoir des propriétés intellectuelles et des développements économiques au Puerto Rico. UPRM a des programmes d'ingénierie médicale et sont en train de développer des certifications en formation de l'IA et l'intelligence des affaires. D'autres programmes appuient l'entrepreneuriat. Les leaders de l'université et le chancelier se sont joints au conseil d'administration de beaucoup d'entreprises et sont en train de travailler avec l'industrie. Outre les institutions, beaucoup de voix sont en train de façonner l'écosystème. Nous avons eu un entretien avec Dr. Ubaldo Cordoba pour parler de l'industrie. Il est à UPRM, mais aussi il est chercheur et conseiller. Il a lancé Starting Point et essaye d'augmenter la philanthropie pour les startups des étudiants. Dr. Cordoba a documenté les dépenses de recherche et de développement de Porto Rico qui est moins que les autres États des États-Unis et dit que UPR doit adopter un plan stratégique pour accomplir l'objectif, mais il faudrait doubler ces dépenses dans ces campus et augmenter leur nombre de programmes en doctorat. Il a développé le programme Startup pour appuyer les chercheurs et les startups dans le domaine des équipements médicaux et leur studio fournit des outils pour les chercheurs pour valider leur protocole de recherche en se concentrant sur les logiciels comme équipements médicaux. Ils utilisent l'IA agentique pour être en ligne avec les normes scientifiques et de réglementation. Rapidement, nous allons regarder 4 startups avec des parcours différents vers la commercialisation et la concurrence internationale. Ultimate Solutions Core a été lancé par l'ingénieur Rivera en 2005. Ils opèrent à Ohio, en Espagne et au Porto Rico et démontrent qu'un start-up pourrait être au niveau mondial, mais tout en gardant les racines locales. Le partenariat avec PDI a développé cette machine à l'écran qui est un robot opéré par l'IA qui inspecte les seringues. Et elle a dit que nous avons réalisé qu'il fallait dépasser l'investissement et aller en collaboration complète. Nous avons contribué notre expérience dans la conformité et PDI a contribué leur expérience en validation. Vous avez là l'exemple d'entreprises locales qui pourraient développer des technologies locales et être propriétaires de la propriété intellectuelle. Le directeur de l'entreprise avait travaillé avec beaucoup d'entreprises avant d'être entrepreneur et ça démontre qu'il y a un appui aux startups des experts. The medical devices cluster.
donc pour surmonter les étapes de réalisation, de formation et donc pour ce que les sociétés se familiarisent avec ces appareils et aussi ça pour prévenir la réplication au niveau des procédures dans ces compagnies. Innova a été fondé par le Dr Castro. Voilà, c'est Carlos Condé. Il est toujours vivant, donc et il y a d'autres étudiants qui sont dans les ERM. Il a commencé son Innova, sa compagnie, en étant un étudiant, et il s'était spécialisé dans le cancer des seins, donc du sein, donc et aussi il a cherché des alternatives à l'opération chirurgicale et à la radiation. Il était un ingénieur en matière de profession et il s'est focalisé sur le lancement d'avoir des approches personnelles, aussi de réglementation pour pouvoir avoir l'approbation du PDA. Donc, le Carlos Condé qui est dans vu dans sa vidéo, il est de rebondir sur le nouveau Internet mondial. Il a créé il a précisé une procédure qui réduit le nombre des procédures durant une opération chirurgicale et aussi ça revient le risque de contamination et donc aussi pour soutenir le lancement d'une campagne de marketing et de fabrication. Donc, il a été gradué d'une école de polytechnique et il a obtenu aussi l'approbation et la qualification. Donc, ces deux compagnies sont dans le domaine de la BioLib. Donc, la BioLib a fourni une grande visibilité et un grand chiffre d'affaires. Dr Condio et Condé fournissent des infrastructures et aussi de la guidance, mais la responsabilité est la vôtre. Ces deux compagnies fournissent le savoir et aussi et vous offrent les opportunités et l'expertise, mais c'est à vous de prendre avantage de tout cela. Leur invention et leur commercialisation des appareils américains au sein des sociétés en Puerto Rico a réalisé une grande transformation en matière de la consommation des télétechnologies, mais à être innovant et à générer, à assurer que cette technologie génère plus de valeur ajoutée. Donc, pour avoir cela, on a besoin d'action stratégique. Il faut réviser les politiques nationaux, mais ce que réjouit le Porto Rico est avoir un écosystème et une relation de coopération solide avec les grandes opérations. Et on a aussi en matière de la plastique, de la fabrication des miroirs et d'autres. Le Porto Rico est très attirante grâce à sa position géographique et pour les atouts qu'elle possède, mais il y a beaucoup de chances pour l'amélioration. Il faut en matière, on voit davantage d'investissement dans la R&D et aussi les secteurs de classe 1 et classe 2 se tournent et s'investissent au bénéfice des relations, de la coopération avec les États-Unis. Si vous voulez tourner le Porto Rico en un centre d'innovation, on n'a pas besoin d'un seul million, mais de 30 millions, mais de 300 millions. Et cette avancée, ce progrès s'est concrétisé durant les dernières 10 années. Donc, on est maintenant devenu un des partenaires et des fermiers qui sont actifs et qui sont dynamiques, en apportant répondant aux besoins, ou réagissant aux besoins. Et aussi, donc, on a besoin d'améliorer les régulations et de se baser sur la science, la technologie de la fabrication et de la R&D. Donc, toutes les étapes commencent par des défis à pouvoir attirer des investissements dans les projets. Comme a dit Dr Condé, on a besoin attirer les investissements des secteurs privés et aussi pour pouvoir assurer la durabilité
qualité de nos recherches et des efforts de développement. Docteur, avec tous ces efforts, toutes les pièces de ce jigsaw tombent en place et maintenant on doit continuer le parcours avec de nouvelles initiatives. Donc il y a une journée vers une économie de savoir et ça dépend aussi de la puissance des investisseurs locaux et de l'intégrité par la chaîne de fourniture de la technologie. Et donc, ce passage et la création d'un écosystème est mature, mais on a besoin davantage et il faut avoir cet alignement entre les efforts de tous les parties prenantes pour retourner ce progrès et cette avancée durable, mais le développement de cette coopération va définir l'avenir de Puerto Rico dans ce domaine. Donc, on a participé à plusieurs sessions et on a entendu parler beaucoup de cet écart entre où Porto Rico et aussi le monde au-delà. Est-ce que une petite réponse courte, s'il vous plaît. Je sais que vous pensez à comment raccourcir les temps nécessaires pour avancer dans plusieurs domaines. Et quand vous avez identifié les mesures les raccourcis à emprunter, mais ce qui est important, il faut assurer un soutien envers votre trajet vers la commercialisation. On a entendu de plusieurs domaines, on a entendu à propos de l'environnement, de l'économie. On va maintenant entendre sur le côté social. Je passe maintenant la parole à professeur Blanca Garcia. Merci Blanca, merci Cathy. Je vous souhaite un bon jour et merci pour la Fondation Mohamed Ben Rachid pour le savoir, pour m'avoir donné cette chance de partager avec vous des idées et d'autres stratégies sur cette matière. Maintenant, je vais vous parler de cela. Je dois donc faire du recul. Voilà un peu le titre de la présentation. Hier, on a des collègues, on a entendu des collègues japonais que vous demandez et qui adressaient la parole à nous tous à penser à quelle est la vision pour l'avenir que nous avons. Et dans ce cadre, je tiens à vous inviter pour se poser la même question, comment vous voyez l'avenir d'un point de vue de cette ville. Avec cette invitation, j'imagine que pour imaginer le futur ensemble et le venir ensemble, je vous invite à voir la future de votre ville où vous allez vivre, quelles sont les couleurs que vous aimeriez voir dans l'environnement de cette ville, et est-ce que cette place, est-ce que cette ville, elle est grande ou petite, comment cette ville elle est connectée ou pas, et aussi le recyclage des déchets de cette ville, comment se fait le planning de la croissance de cette ville, et comment votre identité est façonnée par la ville où vous vivez. Ces questions vont nous aider à avancer, à une meilleure place d'ici dans une centaine d'années. Je vous laisse ces points pour contempler et penser. Et comme Cathy a mentionné, nous sommes dans ce moment, on va voir la COP 30 lancée par les Nations Unies, qui va être tenue au Belém, au Brésil. On nous a demandé, on reçoit des questions, peut-être les bonnes questions ou les questions sur le changement climatique et aussi l'adaptation. C'est pourquoi on va mentionner ce sujet.
je crois que les éléments clés dans tout cela est que, en réalité, ce sont des sujets clés dans le sens où on doit commencer à penser comment le changement climatique affecte nos vies. Et dans ce sens, il n'y a pas de demain. Et nous, comme humains vulnérables, nous serons victimes un peu des changements climatiques. Je crois que l'élément clé dans cette adaptation est l'anticipation et la réduction des risques et la protection des systèmes d'eau et de nourriture, parmi d'autres. Donc, et en Mexico, d'où je viens, on a une stratégie d'adaptation au changement climatique que j'aimerais parler davantage. Mexico est placé ou se positionne dans une région aride et on a un climat un peu désertique et qui nous met on a des frontières avec des pays comme le vôtre et aussi on a des crises aussi en matière d'eau et il y a des éléments de la gestion de la structure ou du système d'eau, de gestion d'eau. Donc, et on a aussi une distribution géographique de l'eau, mais aussi on a une infrastructure qui est inefficace et aussi on a dans la pollution, on a une croissance urbaine très grande et aussi le climat, le changement climatique qui intensifie l'aridité. Aussi un système de gestion et de renforcement qui est très faible. Ce n'est pas toute la liste. On peut parler pour longtemps sur cela. Mais notre sujet hier est comment ce concept d'économie de la connaissance est là pour nous renforcer, pour pouvoir trouver des solutions à de tels problèmes et à d'autres. Parlons des économies du savoir. Donc, je ne vais pas parler du concept. Je crois que sa conférence a déjà parlé sur ce point, mais je vais m'arrêter sur plusieurs points sur le modèle et comment on peut utiliser ce modèle durant les 12 à 15 années. Donc, j'aime les couleurs, j'aime les Américains qui utilisent plusieurs couleurs. Je vais un peu revenir aux diapositives précédentes. C'est un peu révélateur de la situation des marchés qui sont à notre disposition et je vais me concentrer aujourd'hui sur la côté social et trois aspects sociaux qu'on connaît qu'on les nomme les économies de la connaissance. Voilà, c'est l'économie de la connaissance. Ils n'ont pas des dimensions sociales, mais aussi des dimensions des aspects d'apprentissage continu et aussi des réseaux de connexion sociale. Donc, ce n'est pas une source de création sociale, mais aussi d'inclusivité sociale. On va mettre l'accent sur cela. Donc, on va aussi parler des stratégies qui émanent de ce type de concept qui est un moyen puissant qu'on nomme l'économie de la connaissance. On a des stratégies concernant le savoir, comment améliorer ce qu'on fait au niveau social dans mon pays. Quelle est la stratégie de cette économie de connaissance? C'est un plan ou une approche qui lie entre les ressources aux actions et comment traduire les désirs en actions tangibles. Donc, voilà, je peux vous donner plusieurs exemples. Comme vous voyez devant vous, comme on a parlé, il y a des sources d'apprentissage ouvertes, et aussi une source de gestion social. On peut parler aussi du benchmarking ou de la comparaison référentielle. Donc, si on nous rappelle, il y a quelques années,
j'ai déjà recommandé ce livre où on parle de la stratégie basée sur la comparaison référentielle et qu'on peut appliquer sur plusieurs domaines. Parlons de Maxi c'est un prix donné à la meilleure ville qui a été lancé en 2000. C'est la 3e édition de ce prix. Elle est basée sur les villes qui se basent sur le souvenir et les connaissances, et ça sert à identifier, à récompenser les avancées que chaque ville achève ou réalise en matière de l'économie du savoir. Et Dubaï était l'une des villes auxquelles ce prix a été accordé. Donc, j'ai fait un tour virtuel des villes qu'on a identifiées comme étaient distinguées dans ce système. Mais la question était que est-ce que vous reconnaissez que cette ville répond à ces critères ou est-ce qu'il y a possède ces atouts? On n'a pas beaucoup de temps, mais aidez-moi à reconnaître si ces villes ont tous les atouts nécessaires. Est-ce que vous pouvez juger si oui ou pas? Voilà Tallinn en Estonie. On a visité cette ville pour le prix Maxi. C'est pour cela on connaît beaucoup de choses sur cette capitale cité. Et passons. Est-ce que vous pouvez identifier cette ville? C'était comme on nous a dit, c'était ça. Nous sommes en train de faire un tour de quelques villes. Est-ce que vous reconnaissez cette ville? Est-ce que vous pouvez reconnaître l'identité ou le nom d'après la structure de finances, peut-être les atouts structurels ou financiers de cette. C'est Melbourne en Australie qui a été reconnue comme l'une des villes capitales en matière du savoir selon le prix Maxi. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette ville aussi. Qui est cette ville? Quelle est cette ville? Est-ce que cette ville, est-ce que vous la trouvez proche des normes qu'on a énoncées aujourd'hui? Je ne vais pas parler de cette ville puisque de celle-là, c'était Istanbul en Turquie, mais maintenant, est-ce que vous connaissez cette cité? Peut-être pas. C'était à Monterrey au Mexique, la ville d'où je viens. Donc, en matière de la comparaison référentielle, on peut utiliser ces villes qui sont porteuses de prix, de ce prix, pour nous donner une idée quel serait le modèle et qu'est-ce que les villes peuvent offrir pour générer du savoir qui se base d'un développement qui se base sur le savoir. Ou les connaissances. Voilà, quand on parle des sources d'apprentissage ouverts en matière de sociologie ou de société, j'ai préparé cette bibliographie, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de cas qui sont ouverts à l'apprentissage ouvert, puisque l'apprentissage est une collection de moyens qui forment un plus grand moyen, de plus puissant en matière du savoir, et que ce soit au niveau du développement local ou indigène. Est-ce qu'on parle qu'une source d'apprentissage ouvert, c'est qu'on classe les groupes les gens en groupe et on approche, on fait à ce que ces gens ou ces groupes de gens s'engage et apprend à ce que c'est la ville et comment elle est composée. En centre de Mexique, on a ce qu'on appelle une Huato qui génère des organisations sociales et qui est dédiée à faire apprendre aux femmes quel est le développement social, et on enseigne aux femmes comment ils peuvent s'organiser et pour
pouvoir générer un meilleur usage ou appliquer, ou mettre, comment utiliser de meilleure façon l'eau et les autres ressources naturelles. Et aussi, je fais parler des réseaux sociaux. Peut-être il y a quelques moyens académiques. Il y a plusieurs études qui soutiennent cela. Et ça consiste à apprendre à bâtir des relations et à travailler vers un meilleur avenir et à bâtir ces réseaux. Ça aide à ce que tout le système à créer ce système qui lie les gouvernements aux solutions qui ont été trouvées ou conçues ensemble, collectivement. Donc, c'est le cas où plusieurs entités, il y a plusieurs, avec les plusieurs différentes puissances qu'ils ont, ils engagent dans un rôle qui engage aussi avec toute la communauté dans la gestion de l'eau, donc aussi en matière de la relation sociale et de la gestion sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on apprend, quand on bâtit, on établit des réseaux et des sociaux et on passe à des nouvelles, on trouve des nouvelles outils, de nouveaux moyens qui peut-être vous êtes familier avec, mais qui n'est pas basé sur un concept clair. Et peut-être il y a aussi des nouveaux participants qu'il faut les familiariser avec la planification et la gestion. Donc on passe maintenant on fait des formations pour nos étudiants pour que ces étudiants prennent une connaissance, seront plus conscients de ces moyens et comment pour les enseigner à comment opérer et comment prendre avantage des points communs dans la gestion de l'eau, non pas seulement de l'eau comme telle, mais aussi des rivières et les forêts qui sont part aussi qui font part des ressources et de la richesse naturelle que nous avons. Nous avons une richesse aquatique grande, mais il faut s'assurer que cette connaissance se met en place quand il y a une sécheresse ou d'inondation ou d'autres crises. Donc, on connaît que la puissance de qui est apportée par tous ces modèles sont vrais. Et donc, tous ces moyens créés par les économies de la connaissance nous aident à se rendre plus résilients, plus adaptables, à avoir une plus grande adaptabilité grâce à cette connaissance sociale et à la gestion sociale et aussi à ces réseaux de connaissances, réseaux de relations qu'on bâtit ensemble. Donc, on connaît que Dubaï est une ville résiliente et il faut donc apprendre de Dubaï comment cette résilience est devenue une partie intégrante de l'identité de cette ville. Donc, je veux dire qu'on a cette conviction de la puissance de l'intégration sociale et des moyens sociaux, et l'une de ces moyens se base sur des solutions urbaines et d'autres. Il y a plusieurs moyens qui sont en place dans ce contexte. Je ne vais pas les énumérer tous, mais on doit prendre soin et aussi d'une façon meilleure de nos ressources, de nos bénéfices qui sont à notre disposition. Et voilà ce que je voulais dire dans ce sens. Nous avons lancé un projet de conservation et de préservation d'une des rivières de la ville en danger. Nous avons des recommandations de politique. Pour cela, je vais parler de la renaissance de la rivière Santa Catarina. Nous travaillons déjà dans la ville. Nous aurons un rapport sur le progrès l'année prochaine. Donc, nous sommes en train d'établir un corridor protégé pour la rivière pour restaurer les fonctions hydrologiques et développer un corridor de mobilité, de résilience dans notre ville parmi autres. C'était tout pour la présentation d'aujourd'hui.
Je conclus avec cette phrase que je ramène aujourd'hui d'un livre maya, un adage maya qui fait partie de la sagesse du livre des Mayas, qui fait partie de notre tradition. Nous disons ce que nous faisons avec l'eau, nous le faisons à nous-mêmes et nos amis, nos familles. Donc, il faudrait prendre soin de nos ressources, de l'eau que nous utilisons et d'utiliser la connaissance des marchés, des connaissances des marchés pour avoir des stratégies pertinentes. Je vous invite à échanger avec nous. Le QR va vous prendre à la page de WCI où vous allez trouver l'idée d'imaginer l'avenir, la ville de l'avenir, mais aussi pour continuer nos discussions. Merci beaucoup. Very much, Blanca. Merci beaucoup, Bianca. Je vous invite à revenir. Nous n'avons pas le temps de prendre des questions, malheureusement. Nous n'avons plus de temps, mais une question finale rapide. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez vu au Mexique pourrait être ramené au monde arabe et traduit en pratique aujourd'hui? Oui, en effet, je suis optimiste, comme vous savez, Cathy, et je pense que si nous encourageons les jeunes à adopter des stratégies comme celles qui ont été présentées dans toute la conférence, pas seulement dans notre séance, les jeunes vont penser à des solutions que nous ne connaissions pas pendant notre génération. Des étudiants sont devenus végétariens parce qu'ils sont convaincus que ça va aider l'environnement. Ils n'utilisent pas les plats et les verres en plastique, par exemple, ou leurs propres verres. Ce sont des comportements que je n'avais pas vus auparavant. Cette génération est beaucoup plus consciente de l'environnement, de la conservation. Et je pense qu'il faudrait les diriger dans la bonne direction, mais je pense que nos enfants aussi nous apprennent à aller dans la bonne direction. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour des questions. Je vous remercie de votre attention. C'est tout le temps qu'on a et j'espère que vous avez trouvé des domaines intéressants pour discuter avec nous. Nous sommes dans ce monde depuis 20 ans et nous sommes très heureux de contribuer avec vous. Si vous voulez plus d'informations, nous avons des pamphlets à distribuer, des brochures à distribuer. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez trouvé une inspiration dans ces 3 présentations et peut-être un peu de sagesse prise de notre expérience à la traduction des intentions en pratique et en action. Merci beaucoup.